Bienvenue à ce nouveau rendez-vous lecture. Pour celui-ci, je vous propose un livre qui s'intitule « Histoire insolite de... » Attention, les apparences peuvent être très trompeuses, ce n'est pas un livre écrit par Pierre Bellemare. Le titre complet du livre, c'est « Histoire insolite de la chanson française ». C'est un livre écrit par Éric Jean-Jean, qui est un animateur de radio déjà bien connu. Pour cette première lecture concernant ce livre, je vous ai fait une sélection de 4 histoires qui vont vous permettre de découvrir les tubes Bambino, Dominique et Maintenant, ainsi que Ne me quitte pas. Je vous souhaite une belle découverte, une bonne écoute, et on se retrouve juste après. Le premier disque d'or de l'histoire de la chanson française. Janvier 1957. Un peu plus de 2 ans après avoir été élue Miss Égypte et 1 an seulement après être arrivée en France, la jeune Yolanda Cristina Gigliotti enregistre son 3e Super 45 tours sous le nom de Dalida. C'est la reprise d'une ritournelle de Marino Marini intitulée Guaglione, un titre qui vient de remporter le premier prix du Festival de la chanson de Naples. Très vite, et après que Philippe Poutet a versé plus de 100 000 francs pour acquérir les droits, le parolier Jacques Larue travaille sur le texte et écrit Bambino. Reste à trouver l'interprète. Dans un premier temps, le producteur pense à Gloria Lasso, une chanteuse espagnole qui a déjà enregistré de nombreux 78 tours. C'est la chanteuse en vogue. Mais Dalida a tout pour que le titre soit pour elle. Elle est belle, talentueuse, et Eddie Barclay lui a déjà fait enregistrer 2 doubles 45 tours. Et puis surtout, il y a Lucien Maurice, le directeur d'Europe 1, tombé sous le charme de la jeune égyptienne, qui décide de matraquer les ondes de sa station à raison de 6 à 8 passages par jour. Le succès est tel que pendant 1 an, Bambino reste classé parmi les 20 meilleures ventes de disques, dont 39 semaines consécutives à la première place. Avec plus de 300 000 exemplaires vendus en un temps record, le tube devient, le 19 septembre de la même année, le premier disque d'or de l'histoire de la chanson française. Fin 1958, il s'est écoulé plus d'1 million de Bambino. Certains admirateurs de la belle égyptienne, non équipés d'électrophones, ayant même acheté le disque, juste pour la pochette. Simone, avant Jacques. Septembre 1959. Avec son pianiste Gérard Joannest, Jacques Brel écrit, compose et crée « Ne me quitte pas » à l'Olympia. Puis il récidive 2 mois plus tard sur la scène de Bobino. C'est un triomphe. Après son premier succès, Quand on n'a que l'amour, sorti 3 ans plus tôt, celui que tout le monde surnomme l'abbé Brel tient enfin la chanson. Une chanson qui parle d'amour, ou plutôt une chanson qui dresse le portrait d'un homme lâche et résigné après avoir été éconduit par son aimé. Des paroles et un thème qui dénotent en cette fin des années 1950, où l'homme est souvent décrit comme un macho. Et si, dans un premier temps, beaucoup ont cru que cette chanson lui avait été inspirée après sa rupture avec la chanteuse Suzanne Gabriello, son amante, Brel s'en est toujours défendu, expliquant quelques années plus tard qu'il n'y avait rien d'autobiographique dans cette chanson. Doit-on le croire? Je ne sais pas. Brel n'aimait pas l'attitude du narrateur de ce texte qui est prêt à tout pour reconquérir sa belle, y compris à devenir l'ombre de son chien, ce qui ne lui ressemblait pas trop. Autobiographique ou non, Brel avait initialement écrit « Ne me quitte pas » pour son amie Simone Langlois, avec qui il avait enregistré un duo l'année précédente. Cette première version enregistrée sur un 45 tours 4 titres en janvier 1959 ne connut pas le succès de celle de l'auteur qui restera à jamais le grand succès international de Jacques Brel.
Jacques Brel, c'est mon idole. Je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai eu la chance de faire un documentaire sur lui grâce aux nombreuses archives que possède RTL. Tout me plaît chez Brel, au point que je lui pardonne presque son incroyable misogynie. Il est inimaginable de tenir aujourd'hui des propos tels que ceux qu'il tint sur les femmes, et c'est tant mieux. Mais c'était une autre époque. Sur le vol Paris-Nice. Mai 1961. Le nouveau 45 tours de Gilbert Bécaud flirte avec le sommet des hit-parades. Il se classe même en tête des ventes durant 6 semaines à l'approche de l'été. Ce 45 tours, aux paroles écrites par Pierre Delanoë, c'est « Et maintenant », le premier grand tube du chanteur, une chanson qui se vend à plus de 400 000 exemplaires. C'est Carl Sigman qui a entre autres travaillé avec Duke Ellington, Glenn Miller et Elvis Presley, qui transcrit ensuite la version internationale What Know My Love, reprise aux États-Unis par Frank Sinatra et en Grande-Bretagne par Shirley Bassey. Et maintenant devient ainsi, au milieu des années 1960, un tube mondial. Un tube né au début de l'année 1961, lorsque, sur un vol entre Paris et Nice, Gilbert Bécaud se retrouve assis à côté d'Helga Andersen, qui vient de connaître le succès pour son rôle d'Erika Mörger, aux côtés de Paul Meurice, dans le film Le Monocle Noir. Mais la belle Allemande est également chanteuse, et elle vient d'enregistrer les chansons du dernier film de J. Lee Thompson, Les Canons de Navarone. Autant dire que tout va bien pour elle, d'autant qu'elle se rend dans le sud de la France pour rejoindre son fiancé. Le lendemain, sur le vol de retour, les deux artistes se retrouvent de nouveau assis côte à côte. Mais là, Helga Andersen n'est plus aussi radieuse que la veille. Son histoire d'amour vient de se terminer. Elle se confie alors à son voisin de siège qui, pour la consoler, lui propose de venir chez lui, dans les Yvelines. La belle blonde aux yeux bleus accepte l'invitation. Plus tard dans l'après-midi, les deux amis se retrouvent dans la cabane en bois du chanteur, son antre, situé à 100 mètres de sa maison du Chênay, là où il travaille et compose avec son piano. Un piano sur lequel elle s'appuie et soupire. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Quelques heures plus tard, une fois l'actrice repartie, Bécaud appelle Delanoë et lui dit qu'il a le début d'une chanson. Le parolier se met aussitôt au travail et écrit dans la journée ce qui deviendra un tube planétaire repris par plus de 200 artistes. Gilbert Bécaud me fascine. Cet homme était certainement le plus grand showman français du siècle dernier. J'ai eu la chance de le découvrir au travers des yeux de son fils, Gaïa, avec qui j'ai longtemps travaillé sur RTL. Avec lui, j'ai visionné des concerts, écouté des remixes, des versions originales ou des prises de studio, et j'ai compris à quel point cet interprète, dont on ne parle presque plus aujourd'hui, fut sans doute le plus grand de sa génération. Le contrat juteux. Octobre 1961. Sœur Luc Gabriel, une religieuse belge, accompagnée de sœur Marie-Pierre, de la mère supérieure et d'un groupe de religieuses, entre au studio Philips de Bruxelles et enregistre Dominique, la chanson que sœur Luc Gabriel ne cesse de chanter au sein de la communauté dominicaine du monastère de Fichermont qu'elle a rejoint depuis 2 ans. Le directeur artistique de la maison de disques est aux anges. Il tient un tube pas comme les autres. Une fois l'enregistrement terminé, il accompagne la mère supérieure dans les bureaux, trouve le pseudo Sœur Sourire pour préserver l'anonymat de Sœur Gabrielle et sort un contrat juteux pour un 45 tours et un 33 tours. Mais les sœurs ont fait vœu de pauvreté. Alors la mère supérieure accepte une répartition à 3% pour la communauté
et 97% pour Philips. Dans la maison de disques, on se réjouit d'autant qu'à sa sortie, au mois de janvier suivant, le 45 tours 4 titres sur lequel figure Dominique est repris sur toutes les radios belges et françaises. En mai, la chanson pointe à la 5e place, puis arrive numéro 1 en fin d'année. En France, le titre rencontre aussi un joli succès, mais ne perce pas autant que de l'autre côté des Ardennes, où Sœur Sourire et la communauté reçoivent des milliers de lettres. Puis, comme par magie, Philips fait traverser l'Atlantique à Dominique, qui, après s'être classé durant toute l'année 1963, numéro 2 en Norvège, numéro 4 en Irlande, au Danemark, numéro 6 aux Pays-Bas et numéro 7 en Allemagne et au Royaume-Uni, part à la conquête du marché mondial. Rebaptisée The Singing Nun, Sœur Sourire s'empare de la première place aux États-Unis, devant Barbra Streisand, Elvis Presley, The Beach Boys et Frank Sinatra. C'est la première fois qu'une artiste belge parvient à se classer numéro 1 des ventes de disques dans ce pays. Dominique sera également classé numéro 1 au Canada, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Australie, et s'écoulera à plus de 3 millions de copies dans le monde. En 2009, l'histoire finalement tragique de Sœur Sourire sera racontée sur grand écran dans un film de Stijn Konings avec Cécile de France dans le rôle de la religieuse belge. L'histoire de ces 4 tubes vous a intéressé? Likez, partagez, parlez de mes lectures à d'autres personnes et abonnez-vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine lecture et je suis sûr qu'il vous en reste encore beaucoup à découvrir qui ont déjà été publiés. Alors, belle découverte et à très bientôt.